Âgée de 25 ans, Meng Meileng était une étudiante internationale installée à Kansai, en Nouvelle-Galles du Sud, et en arrivant en Australie, elle avait choisi de se faire appeler Michelle. Enfant unique, elle s'était encore davantage rapprochée de sa mère, Mei, après la perte de son père en 2008. Sa mère la décrivait comme une jeune femme d'une immense sensibilité, capable de ressentir profondément ce que vivaient les autres et toujours prête à offrir une épaule, même lorsqu'elle était elle-même stressée ou triste. En 2011, Michelle avait quitté Chengdu, en Chine, pour poursuivre ses études en Australie. Mei, bien que très inquiète, était incroyablement fière de voir sa fille oser sortir de sa zone de confort et se réaliser. Elle avait mis chaque centime de côté pour que Michelle puisse tenter cette aventure, persuadée que sa fille avait toutes les capacités pour réussir. Une partie de la famille de Michelle vivait déjà en Australie. Elle s'était donc installée chez sa tante, son oncle et sa cousine, qui résidaient à Kansai, une banlieue de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Dès qu'elle avait trouvé un certain équilibre, Michelle avait commencé à envoyer le moindre sou qu'elle pouvait épargner à sa mère restée en Chine. Avançons jusqu'en 2016. Cela faisait maintenant 5 ans qu'elle vivait en Australie. Elle avait un cercle d'amis soudés, adorait son quartier et excellait dans ses études. Après avoir obtenu une licence en commerce à l'Université de technologie de Sydney, elle avait entamé une formation à l'Institut sydneyien d'interprétation et de traduction. Le 21 avril 2016. Ce jeudi après-midi doux et ensoleillé, Michelle avait retrouvé quelques amis qui lui avaient fait un signe de la main lorsqu'elle était montée dans le bus devant l'Université de technologie. Elle leur avait dit qu'elle allait faire quelques achats et s'était rendue au Pitt Street Mall. Elle y avait flâné un moment, seule, en choisissant quelques articles. Ensuite, Michelle avait pris un train pour la station St. James juste avant 16h, puis était descendue à 16h30 à la station de Kansai pour rentrer chez elle. Elle discutait encore avec ses amis jusqu'en fin d'après-midi, puis soudain, plus rien. Plus de réponses au téléphone, plus aucune activité sur ses réseaux sociaux habituellement très animés et aucune trace d'elle sur le campus le lendemain matin. Bien que sa disparition soudaine ait immédiatement inquiété ses amis et d'autres étudiants, plusieurs jours s'étaient écoulés sans que personne ne signale officiellement sa disparition. 4 jours après la dernière fois où on l'avait vue faire des courses, sa tante rentra d'un week-end passé hors de la ville et fut immédiatement alarmée en apprenant que sa nièce s'était tout simplement volatilisée. Elle se rendit aussitôt au commissariat avec son mari, Derek, pour signaler sa disparition. D'après ses amis, rien de ce que Michelle avait dit ou fait ce jour-là n'avait paru inhabituel. Elle était exactement comme d'habitude. Les caméras de surveillance montraient Michelle portant un jean, un haut gris à manches longues et un sac rouge sur l'épaule. Personne ne la suivait dans la boutique. Elle n'était entrée dans aucun autre magasin et n'avait pas semblé nerveuse ni bouleversée. On l'avait vue sur les images de sécurité en train de faire des achats chez Myer, au Pitt Street Mall, le jeudi précédent, vers 3h de l'après-midi. Elle avait acheté un jus avant de prendre un train à la station St. James vers 4h30, puis était descendue à Kansai. Des amis proches ont déclaré à la police qu'ils n'avaient plus eu de nouvelles d'elle depuis la fin de soirée du jeudi. Pendant que son visage circulait sur les réseaux sociaux et que l'inquiétude grandissait, les chaînes d'information situées à plus de 60 miles venaient tout juste de relayer une autre affaire troublante. Le Snapper Point Blowhole, sur la côte centrale de Nouvelle-Galles du Sud, est un lieu superbe, mais dangereux, avec de nombreux rochers glissants et des arêtes vives. Un endroit où l'on peut facilement tomber, se blesser, voire se noyer. Un touriste qui se promenait dans la zone remarqua une silhouette flottant dans l'eau. En s'approchant, il comprit que la personne ne nageait pas. Elle était face contre l'eau et semblait morte. Vers 10h30, un secouriste fut descendu depuis un hélicoptère pour récupérer la victime. Elle était décédée, mais il fut immédiatement évident qu'il ne s'agissait pas d'un accident tragique. C'était une jeune femme. Elle était entièrement nue et couverte de coups de couteau. Elle avait été poignardée près de 40 fois et la blessure mortelle se situait à la gorge. Elle avait manifestement tenté de se défendre avec acharnement, mais elle avait subi une attaque d'une violence extrême, terrifiante.
La police déclara qu'il était très probable qu'elle ait été laissée sur place, au blowhole, et non rejetée là depuis un autre endroit par la mer. Le chef inspecteur expliqua que, ce jour-là, la mer était particulièrement agitée. Lorsque le corps de la femme avait été extrait de l'eau, il n'y avait aucune trace significative de blessure causée par les rochers, ce qui renforçait l'hypothèse qu'elle était entrée dans l'eau directement au niveau du blowhole. C'est peu après 10h30 dans la matinée que la police avait été appelée à Snapper Point, après qu'on eut signalé la découverte du corps d'une femme, retrouvée face contre l'eau dans une cavité naturelle. L'autopsie révéla que la jeune femme avait subi de nombreuses blessures, notamment plusieurs coups de couteau. Les enquêteurs en déduisirent qu'elle avait été violemment agressée avant de mourir. La description fournie à ce stade évoquait une femme asiatique, âgée d'entre 20 et 35 ans, de corpulence moyenne, avec des cheveux arrivant aux épaules. Elle ne portait aucun tatouage ni aucune cicatrice particulière. Lorsqu'on avait retrouvé son corps dans l'eau, elle était entièrement nue et tous ses bijoux avaient été retirés. Toute personne susceptible de la reconnaître ou de savoir quoi que ce soit sur ce crime était invitée à contacter la police. L'unité des homicides de Nouvelle-Galles du Sud diffusa alors une image générée par ordinateur représentant la victime, une jeune femme asiatique aux cheveux sombres, coupée aux épaules. Les enquêteurs la surnommèrent la Jane Doe du Snapper Point Blowhole. Dès que cette image fut relayée plus largement dans les médias, des internautes commencèrent à faire le lien entre Michelle, disparue depuis plusieurs jours, et la femme retrouvée dans l'eau. L'analyse ADN confirma qu'il s'agissait bien de l'étudiante âgée de 25 ans. Les événements s'accélérèrent et dès le lendemain, la police avait procédé à une arrestation. Tous les membres de la famille de Michelle, ainsi que ses proches, avaient été longuement interrogés. Son appartement avait été fouillé de fond en comble et toutes les données technologiques examinées minutieusement. En suivant la trace d'une voiture filmée s'enfonçant dans le parc national environ 4 heures avant que le corps de Michelle ne soit découvert, les enquêteurs identifièrent leur suspect, son oncle, Derek Barrett, le même oncle chez qui elle vivait et celui-là même qui avait participé à signaler sa disparition. Derek, âgé de 27 ans, avait épousé la tante de Michelle quelques années auparavant. On savait peu de choses sur lui, sinon qu'il avait travaillé dans l'informatique et qu'il était sans emploi depuis longtemps. En examinant son téléphone, les enquêteurs tombèrent sur des images profondément dérangeantes. Ils découvrirent des photos montrant Michelle ligotée et bâillonnée sur son lit, avec du ruban adhésif et un tissu blanc fixé sur sa bouche. Selon la police, l'expression qu'elle avait sur le visage, que l'on imagine aisément, resterait gravée dans leur mémoire. La mère de Michelle Ling, l'étudiante assassinée, remercia alors les enquêteurs ainsi que la communauté sino-australienne qui soutenait sa famille dans cette épreuve insoutenable. Madame Jong expliqua qu'aucun mot ne pouvait décrire la douleur de perdre son unique enfant. Une cagnotte avait d'ailleurs été mise en place pour financer les funérailles de Michelle et aider sa mère. Derek se vit refuser la liberté sous caution et demeura silencieux lors de sa première comparution, tandis que tous les faits étaient lus à haute voix. 2 mois plus tard, il faisait face à de nouvelles charges, 27 au total, parmi lesquelles séquestration dans un but d'avantage et agression à caractère sexuel. D'après la police, en recoupant les images de vidéosurveillance et les données téléphoniques de Michelle et de Derek, tout indiquait que l'attaque avait eu lieu presque immédiatement après que Michelle était rentrée chez elle ce jour-là. La maison étant vide, elle avait été maîtrisée dans sa chambre et agressée. Le mobile était clairement d'ordre entièrement sexuel. À un moment où elle était encore vivante, sa cousine était rentrée chez elle, sans avoir la moindre idée que Michelle était retenue captive à seulement quelques pas. La police ignore encore combien de temps Derek l'a maintenue en vie. Tout ce que les enquêteurs pouvaient affirmer, c'est qu'entre 4h45 l'après-midi du jeudi 21 avril et 10h30 du dimanche 24 avril, Derek avait poignardé Michelle à mort. Au matin du 24 avril, il avait enveloppé son corps dans du plastique, puis avait pris la route pour Snapper Point, son téléphone retraçant chacun de ses déplacements. Il s'était même arrêté acheter quelques snacks avant de poursuivre jusqu'au blowhole et de la précipiter du haut de la falaise.
Michelle avait été jetée exactement au même endroit où, quelques années auparavant, elle avait pris une photo pleine d'enthousiasme qu'elle avait ensuite partagée sur Instagram lors d'un voyage. En avril 2016, Derek fut inculpé de meurtre et plaida non coupable. La famille de Michelle, arrivée de Chine dès que son corps avait été identifié, assista à chacune de ses comparutions au tribunal. Une mère anéantie, soutenue au tribunal par l'épouse même de l'homme accusé d'avoir poignardé sa fille. La mère de Michelle quitta le tribunal en promettant de parler publiquement de sa fille le lendemain. En Chine, l'affaire avait fait la une des journaux nationaux. Il y a énormément d'étudiants internationaux à Sydney, dont les parents vivent en Chine, ce qui rendait cette nouvelle particulièrement inquiétante pour eux. Pendant que ses proches tentaient encore de comprendre la brutalité de sa mort, l'avocat de Derek déclara que son client supportait très mal sa détention et niait catégoriquement les accusations portées contre lui. Selon son avocat, il était évidemment bouleversé, choqué, et trouvait le centre de détention de Sydney particulièrement peu engageant. C'est un endroit terrible où être incarcéré, et j'ose espérer qu'il sera transféré prochainement, ajouta-t-il. 18 mois plus tard, en décembre 2017, Derek finit par plaider coupable. Il admit avoir ligoté et bâillonné Michelle avant de la tuer et d'abandonner son corps. Derek reconnut également 21 autres infractions, dont 19 chefs d'accusation liés à l'enregistrement de Michelle dans un but de gratification sexuelle. Parmi les autres charges auxquelles il avait plaidé coupable, figurait la séquestration dans l'intention d'obtenir un avantage, ainsi que 3 chefs d'actes indécents commis sur une personne âgée de plus de 16 ans. Derek affirmait souffrir de problèmes de dépendance et, à l'époque du meurtre, consommait de la méthamphétamine et fumait du cannabis synthétique. Il prétendait n'avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé ce week-end-là. La seule chose dont il disait se souvenir était son propre reflet dans le miroir et du sang dans le lavabo. Mais la juge rejeta ces affirmations, estimant que sa détresse semblait en partie jouée. Un psychologue légiste, le docteur Furst, déclara devant la cour que selon lui, Derek avait feint l'amnésie pour éviter d'assumer ses actes. Il ajouta que l'idée d'une addiction à la méthamphétamine ne semblait pas crédible. « Je n'ai jamais vu un toxicomane à la méthamphétamine souffrant d'obésité. » Derek montrait une totale incapacité à comprendre la gravité de ses actes et un profond manque d'empathie. Le fait d'avoir photographié la victime ligotée et bâillonnée, le visage déformé par la terreur avant sa mort, puis d'avoir abandonné son corps à une grande distance, révélait, selon l'expert, une déviance sexuelle manifeste. Derek avait écrit une lettre à la mère de Michelle, dont un passage disait « À chaque instant de ma vie, je souhaiterais pouvoir remonter le temps et effacer ce jour qui a provoqué tant de souffrance. J'ai laissé mes propres problèmes envahir la maison familiale, et ils en ont payé le prix. Depuis, cette période me hante. Je passe mes nuits éveillé en larmes, et je fais encore des cauchemars. J'ai tout perdu à cause d'un week-end stupide. Ma perception du temps, à ce moment-là, est floue. Vous n'imaginez pas à quel point cela me ronge, jour après jour, de ne pas comprendre comment tout cela a pu arriver, ni pourquoi j'ai pris un tel chemin. J'ai trahi ma famille et la sienne par mes actes. Je me dégoûte moi-même. » Mais la juge Helen Wilson ne fut pas convaincue. Elle déclara qu'il avait, à la barre, l'attitude de quelqu'un qui joue un rôle et dit ce qu'il pense devoir dire pour se présenter sous le meilleur jour. Elle qualifia le crime d'ignoble, d'une brutalité extrême et d'une profonde perversité. Un acte dépravé et sadique commis par un homme qui occupait une position de confiance envers Mademoiselle Lange, dans un lieu qui aurait dû être pour elle un espace sûr, un refuge. Un homme socialement inadapté, mu par la perversion sexuelle et le sadisme. Derek Barrett n'avait trompé personne. C'est satisfaisant d'avoir obtenu justice, mais il n'y a aucune joie dans une affaire pareille. C'est simplement terriblement triste. Vous avez beaucoup de chance de ne pas avoir écopé de la perpétuité. Pendant toute la durée du prononcé de la peine, Derek Barrett resta les yeux rivés au sol. Ses larmes ne coulaient plus que pour lui-même, car même si ce n'était pas une peine à vie au sens strict,
il pourrait très bien atteindre la soixantaine avancée avant de retrouver la liberté. Il fut condamné à 46 années de prison, dont 34 avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Tout d'abord, je vous demande de respecter l'intimité de la famille. Ils sont extrêmement bouleversés et vont partir sous peu. Ils ne souhaitent pas s'exprimer devant les médias pour le moment. Je voudrais simplement dire que le meurtre de Mademoiselle Lange est un acte atroce, absurde, qui a bouleversé la vie de nombreuses personnes. Les tribunaux ont reconnu la gravité de l'infraction à travers la peine infligée à M. Barrett. Quiconque a entendu les faits sait à quel point cette affaire est horrible et la famille est traumatisée par ce qui s'est passé. C'est tout ce que nous avons à déclarer. Merci. Pourtant, l'affaire était loin d'être close. L'enquête avait mis en lumière l'obsession sexuelle croissante qu'il nourrissait à son égard. Et quelques années plus tard, les choses prirent un tour encore plus macabre. En novembre 2019, une femme âgée, souffrant de démence et clouée chez elle, dont l'identité n'a pas été révélée, était assise à sa table lorsque sa fille vint lui rendre visite pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle la retrouva dans la cuisine, tenant ce que la police décrira plus tard comme une clé USB robuste, étanche, de type professionnel. La vieille dame affirma qu'elle pensait que c'était un jouet et qu'elle ne savait pas comment elle l'avait obtenu. Lorsque la fille brancha la clé USB sur l'ordinateur, elle découvrit des images si dérangeantes qu'elle alerta immédiatement la police. La clé contenait 9 vidéos totalisant plus d'1 heure et 13 photos. C'était Derek et Michelle. Ils s'étaient filmés en train de violer et de torturer Michelle alors qu'il la retenait prisonnière dans sa chambre. Dans l'une des séquences, on voyait ses mains ligotées si violemment qu'elles étaient enflées, virant même au violet. À un moment, Derek découpa le ruban avec un grand couteau de chasse, lui renoua les poignets et lança simplement « Bon, où en étions-nous » Puis il reprit son agression d'une brutalité inouïe. Il avait aussi enregistré Michelle et sa belle-fille pendant une certaine période avant le meurtre, dans des moments intimes comme la douche ou le sommeil, et dans certains fichiers on le voyait se masturber en les observant dormir. Les enquêteurs réussirent à faire correspondre plusieurs photos avec des images que Derek avait supprimées de son téléphone quelques jours avant son arrestation, dans l'espoir d'effacer toute trace. La femme qui détenait la clé USB n'avait aucun lien apparent avec lui, même si elle vivait à quelques kilomètres seulement de l'ancienne maison où Derek avait résidé. Mais cet aspect de l'affaire demeure encore aujourd'hui une énigme. À cause de tout ce qui avait été retrouvé sur la clé, 17 nouvelles charges furent retenues contre lui, notamment plusieurs chefs d'agression sexuelle aggravés et d'attentats à la pudeur. La police expliqua que la tante de Michelle passait énormément de temps à Wollongong pour son travail et qu'elle n'était donc presque jamais là lorsque tout cela se déroulait sous son propre toit. Elle n'en savait rien et était dévastée par la culpabilité. Lorsque la mère de Michelle reçut l'appel concernant la clé USB, elle dit qu'elle avait failli s'évanouir. En larmes, elle raconta: « Quand les policiers m'ont expliqué que la vidéo montrait ma fille violée avec une cruauté dégradante, torturée dans une agonie insupportable, j'ai senti un vertige me submerger d'un seul coup. Ma mère, qui était encore en bonne santé, a sombré dans une immense peine et elle est morte peu après en apprenant cette nouvelle. Comment une mère pourrait-elle accepter une chose pareille? » Derek Barrett plaida coupable aux 17 nouvelles infractions, mais, au grand désarroi de la famille, il ne reçut pas de peine totalement distincte. Hélas, cela était impossible. Un homme ayant avoué avoir tué sa propre nièce fut ainsi condamné une seconde fois, après qu'une clé USB fut retrouvée des années après son incarcération. La juge alla jusqu'à affirmer que si l'ampleur réelle de ses actes pervers avait été connue en 2017, il aurait été condamné à la réclusion à perpétuité. Mais ce n'était plus légalement envisageable. La loi ne permet pas de revenir sur une peine prononcée cette année-là. Comme les preuves n'avaient pas été découvertes avant le premier procès pour meurtre, la juge considéra ces éléments comme un nouveau facteur aggravant. Elle lui infligea 20 années supplémentaires, qui doivent cependant être purgées en même temps que sa peine pour meurtre. Sa condamnation globale de 46 années demeure donc inchangée.
2 années furent ajoutées à sa période minimale de sûreté et il pourra désormais prétendre à une libération conditionnelle en 2052 au lieu de 2050. C'est vraiment l'une des affaires les plus dérangeantes et les plus sordides qu'on ait eu à examiner. Michelle Leng était une jeune femme travailleuse et pleine d'espoir, à des milliers de kilomètres de chez elle, essayant de se construire un avenir meilleur pour elle et pour sa mère. Elle vivait dans un endroit qu'elle croyait sûr, entourée de personnes en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Pour la mère de Michelle, qui avait d'abord perdu son mari puis sa fille, tuée par quelqu'un qu'elle considérait comme un membre de la famille, ce sont des années plongées dans une obscurité totale. Elle dit « Aujourd'hui encore, nous n'arrivons pas à accepter qu'elle ne soit plus parmi nous. Nous continuons de souffrir terriblement. Le temps ne reviendra jamais à ces jours où Meng Mei et moi vivions heureuses ensemble. Maintenant que mon enfant est parti, ma vie entière est brisée. Que va-t-il advenir de moi ?